cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui malmène vos souvenirs et votre nostalgie. Je suis Burn the Witch. Et moi je suis Nico et on va s'intéresser à de nouvelles choses aujourd'hui, les aventures passionnantes du Club d'eau, du Club d'eau et du Club d'eau et des deux Dorothée et toute sa petite compagnie. Donc on s'écarte un peu du cinéma aujourd'hui pour parler d'une émission qui a bercé l'enfance de toute notre génération. Toute notre génération, donc la génération de quarantenaires maintenant. Et puis peut-être, non, ouais, c'est vraiment la génération des quarantenaires qui est le plus touchée par le Club Dorothée. Qui n'est pas resté des heures devant sa télé avant l'école. Alors moi j'avais pas le droit par exemple de regarder la télé le matin et donc je suis un peu tombé des nues en voyant qu'il y avait une partie du programme qui se passait à 7h20. Donc dès 7h20 on pouvait mettre ses enfants devant la télé et ne pas s'en occuper finalement. Ils pouvaient être abreuvés de Club Dorothée. Est-ce qu'on rappelle qui fait partie du Club Dorothée ? Bien sûr, mais ce que je te propose, c'est qu'avant, pour se remettre un peu dans le bain et remettre un peu dans l'ambiance, ou alors rappeler un petit peu tout simplement ce que c'était, on va écouter des petits extraits sonores. Un petit florilège. Voilà, et puis profitez bien. Vous allez entendre des choses étonnantes. Ce qui se passe au bout de 3 minutes va vous étonner, comme on dit sur Internet. Voici vos animateurs préférés, Ariane, Jackie, Corbier et Dorothée. C'est bon de revenir, tout plein de passion. Bonjour à tous, vous êtes prêts à passer 2h30 de folie avec nous ? Le cadeau du Club Dorothée, c'est maintenant. Anthony Lopez. Anthony, regarde ce que tu as gagné. Une radio avec un micro pour chanter. Et en plus, un abonnement de 6 mois au Dorothée Magazine. Anthony, tu n'as pas ton numéro de carte de membre. Oh, c'est dommage. Minitel 3615, code TF1, vous pialotez Dorothée, c'est leur but numéro 2. Et allez-y, je compte sur vous. Alors voilà ce qui se passe. Hier, nous sommes allés dans la chambre d'hôtel de Mélodie. Tu prends une douche, Mélodie ? Ah oui. Dans ta chambre, ça te dérange pas ? Non. Non, mais sûr ? Ce qui serait sympa, c'est que tu prennes une douche et puis que tu mettes un peignoir, donc ça sera tous les trois un peignoir, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah s'il y a un troisième peignoir, ça serait rigolo, ouais. Ah oui, pourquoi ? Que je vais regarder s'il y a un Tu troisième veux peignoir. prendre ? Ouais. C'est toujours les vacances au Club Dorothée. On a de la chance, on est tous invités. Et voilà. Et voilà. C'était ça aussi le Club d'eau. Oui, c'était pas que de la joie, la bonne humeur. Enfin si, pour eux, ils avaient l'air d'être très joyeux, surtout les hommes, quoi. Oui, tout le monde avait l'air d'être très joyeux et peut-être sous coke. Un peu trop joyeux. Il y a des personnages. Donc on va rappeler ce que tu disais avant que les extraits commencent. Qui était dans cette équipe de joyeuserie ? Alors donc il y avait, on va faire du moins bon. Il y avait Corbier. Corbier, c'est un peu un chanteur. C'était à la base un peu de guitare. Je pense un peu, tu sais, barbu, fumeur de joint, un peu hippie, quoi. Oui, c'est une sorte peut-être de... J'ai tenté une comparaison, Pierre Perret à guitare, ouais, mais dire un peu Brassens, plus anard. Ouais. Brassens, c'est... Waouh. Je rigole. Non, on est parti loin, quoi. Ok. Donc il y a Ariane, celle qui était un petit peu l'hystéro de service. Je crois qu'elle a commencé comme speakerine, d'ailleurs. Ah oui, c'est possible, ouais. Et voilà, après Jackie qui venait, comme tu le disais, pas, mais... Ouais, comme je disais en préparant cette émission, qui venait des enfants du rock, donc avec Antoine Decaune, qui a écrit aussi pour la presse rock'n'roll en général. Donc il y avait une espèce de caution quand même, un petit peu rock, voire punk chez Jackie. Ok. Alors moi, Patrick, tu sais, j'ai jamais trop compris qui c'était. Mais encore maintenant, dans les extraits qu'on a vus, il n'est pas vraiment présent. Et j'ai l'impression qu'il était un peu à part, il était un peu trop sérieux, un peu trop... Et il me pas semble très que drôle. c'est aussi un homme qui vient peut-être même de l'info au départ. Ah ouais, il a une voix un peu de mec sérieux, quoi. Et du coup, la reine de tout ça, hein, Dorothée. Dorothée, qui a été pendant longtemps d'ailleurs la Rock'n'Roll Woman et de passage à Bercy, de Bercy rempli d'affilée. Ah oui, d'accord. Donc c'était donc un transfuge d'Antenne 2 à l'époque.
Antenne 2. Elle a joué chez France 2. Truffaut. Elle a joué chez Truffaut. Et donc une vraie star de son époque. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens de notre génération qui sont très très attachés à Dorothée, qui ont un rapport avec elle, qui entre... peut-être il y a de l'Oedipe là-dedans. Moi, j'en fais partie. J'en fais totalement partie. Quand on a revu les extraits, ça m'a fait quand même quelque chose. C'était à la fois ta grande copine, ta mère, ton fantasme. Voilà, elle remplissait toutes les cases. Elle avait un petit grain de beauté à la Marilyn Monroe. Et une voix un peu une sorte d'Arletty quelque part au niveau de la voix. C'est vrai, ouais, un peu Arletty, un peu franchouillarde. Voilà, elle pouvait te gronder aussi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment tout, quoi. Mais je m'égare. Donc, on a décidé pour cette émission de plutôt se concentrer sur l'animation qu'il y avait autour de dessins animés, même si on va peut-être un peu parler quand même du contenu de ce qu'il y avait. Et pour parler en fait du début du Club Dorothée, il faut remonter à la privatisation de TF1. En quelle année ? En 1987. Donc TF1 est cédé à Bouygues. Donc TF1 un qui mec était, sympa. Oui, un mec adorable. Un groupe adorable en général, de toute façon, et propre. Et puis, donc, ils font appel à Dorothée, qui était déjà quand même une star pour les programmes pour les enfants, mais sur Antenne 2. Avec Cabu, donc, où il faisait des dessins, tout ça. Exactement, Cabu qui t'apprenait à dessiner. C'était beau. Et donc, elle arrive sur TF1, et pour faire cette programmation-là, donc elle était aussi encadrée par AB Productions, avec Jean-Luc Azoulay notamment. Et ils ont dû remplir une grille de programme. Ils avaient des horaires, c'était incroyable. Je pense que sur certaines journées de la semaine, ils avaient 14 heures d'antenne. C'est comme si vous imaginiez Hanouna pendant... bon, c'est un peu heures. comme maintenant, en fait. Voilà, maintenant. Mais sur TF1. Voilà. Vous imaginez un peu le cauchemar. Hein. Et donc, pour remplir toutes ces heures d'antenne, ils ont dû acheter en masse le temps. Je crois que ça s'est fait en gros en un été. Énormément de dessins animés japonais. Pour combler les grilles, finalement. Ouais, ce qui a fait un peu le bonheur de notre enfance, parce que parmi tout ce qu'ils ont acheté, alors il y avait un peu tout et n'importe quoi, mais il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses, ou en tout cas des dessins animés très marquants, façon Dragon Ball, Ranma 1/2, Les Chevaliers du Zodiaque, et à un moment donc Ken le Survivant, série qui n'était pas du tout faite pour les enfants, mais plutôt pour les jeunes adultes, puisque c'est du seinen, et donc qui au Japon... pas du shonen. C'est pas du shonen, qui est donc du manga pour jeunes garçons. Et donc le seinen, c'est plutôt c'est en fin d'adolescence, début de l'âge adulte qu'on regarde ça. Et donc au Japon, Ken le Survivant, Hokuto no Ken, lui passait plutôt... en début de soirée, c'était pas non plus en deuxième partie de soirée, mais c'était plutôt début de soirée, là où les enfants normalement ne regardent pas la télé au Japon. En tout cas, c'était pas destiné pour ça. Mais cette espèce de frénésie, c'était pas le mercredi après-midi entre la tartine de Nutella et le jus de pomme, et le jus de pomme Oasis. Là, on te balance Princesse Sarah, et puis en même temps, tu vas voir Ken le Survivant. On remarque que ça fait beaucoup de violence entre les deux. Une sorte d'ascenseur émotionnel. Mais qui t'amène quand même toujours dans quelque chose d'un petit peu triste ou violent. Et après, c'est de la joie, mais bizarre. Enfin, bon, c'est des gens qui mettent leurs doigts dans des trous où il faudrait pas forcément. Oui, je parle pour Ken le Survivant. Voilà, je rebondirai pas totalement là-dessus. Pas pour Princesse Sarah. Et donc, je trouve que c'est assez représentatif, là, cette programmation du Club Dorothée, en mélangeant un peu tout et n'importe quoi, sans avoir trop de réflexion autour de ça, de leur animation aussi, qui est très très étrange. Oui, c'est vrai. Notamment ce rapport-là d'avoir... on voit des adultes qui jouent les enfants. Oui, alors c'est vraiment étrange, parce que on a l'impression que c'est un... On a l'impression que c'est un modèle qui est pas vraiment répandu ailleurs. On avait dans Disney Channel, t'avais un présentateur avec un enfant, t'as les trucs comme Youpi l'école est finie où il n'y avait pas de présentateur, où t'avais une voix un peu... Et là en fait c'est vraiment des gens qui sont un peu dans un rôle
Oui, comme si on ne sait pas si c'est nos copains, on ne sait pas si c'est une sorte d'autorité, parce que dans certains passages, ils vont faire un peu de l'autorité, notamment quand il s'agit de prendre sa carte de membre du Club Dorothée. Là, ils sont un peu en mode il faut le faire. Donc, oui, il y a une culpabilisation en fait des enfants qui appellent pour différents jeux, dont Halo à l'huile, des jeux vraiment très ABC, enfin il y a plein de trucs des jeux. Ils appellent, ils gagnent un cadeau. Un cadeau, c'est toujours assez étrange, en plus avec un rythme, c'est bizarre, Monsieur Cadeau ou autre, quand il donnait le nom du cadeau, il n'y a jamais la marque. Donc il y a un rythme très 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 étrange en regardant ça. Et évidemment, si la personne était membre du Club Dorothée, elle recevait un cadeau en plus. Le pire, c'est quand elle n'est pas membre du Club Dorothée. Ils sont là. Mais t'es pas membre du Club Dorothée ? Ah bah t'auras rien. Allez, salut. Alors, il y a certains moments où les membres se reprennent parce qu'ils culpabilisent l'enfant. Puis bon, on va te donner quand même un cadeau. On va peut-être un peu loin. Mais après, c'est presque un jeu où, par exemple, Corbier s'énerve. Carrément en disant mais c'est pas vrai, ça le rend fou quoi. Ça m'énerve qu'il n'ait pas droit à son cadeau. Donc ça le met dans une colère sans nom. Et donc il y a déjà ce truc là un peu bizarre de pousser finalement les enfants à l'achat et être membre d'une sorte de secte, on va dire. J'ai pas peur des mots, je dénonce. Dont j'ai fait partie. Et avec un magazine de secte, Dorothée Magazine. Il y a aussi quelque chose d'autre qui va pousser les enfants un peu au crime, c'est le top des séries. Un truc qui revient, une animation qui revient en permanence dans le Club Dorothée, et c'était, je pense, surtout au niveau des vacances scolaires, où en gros les enfants pouvaient soi-disant décider lire le dessin animé qui allait passer pendant les vacances, et du coup il fallait passer par son Minitel. Voilà, faire 3615 TF1, rubrique Club Dorothée, rubrique 2 je crois. Tapoter Dorothée. Ouais, tapoter Dorothée. Il faut aller tapoter Dorothée, ce qui, pour toi, ça t'aurait fait plaisir, je pense, j'imagine. Et donc faire rubrique 2 et voter pour ta série. Donc quand on connaît le prix du Minitel à l'époque... Et oui, mais nous on pensait que c'était gratuit, qu'il fallait juste voter. C'est comme un vote qui est gratuit finalement. Eh bien, pas du tout. Il n'y a que le suffrage universel. Des factures salées pour les parents. Et pareil, ça pousse. En fait, il y a un moment où les animations entre les différents dessins animés qui passaient, c'est exclusivement ça, quoi. Donc, et puis on dramatise absolument la situation avec oh là là, dis donc, premier baiser, premier baiser, premier baiser. Voilà, je voulais me censurer en disant baiser et pas baiser, mais voilà, c'est premier baiser. A perdu 3 places. Tout ça, si ça continue comme ça, on va déprogrammer la série. Donc, ce qui crée la panique certainement pour les fans de premier baiser que tu es. Non, moi je suis plus Hélène et les garçons évidemment. Voilà, ça c'est ma cam. Premier baiser, c'est un peu autre chose. Non mais c'est vrai qu'on te faisait croire que c'était toi le directeur des programmes et on te donnait Étienne Moujotte miniature. Et on te donnait un peu cette responsabilité et surtout on te culpabilisait. Moi je trouve ça assez étrange quand même que dans une émission pour enfants on culpabilise des enfants. Alors, mais est-ce que c'est là-dedans, on n'a pas ce qui se passe aussi souvent dans l'éducation, où tu culpabilises tes enfants pour tout et n'importe quoi. Ah, t'as pas fini ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Ça, c'est l'exemple un peu classique pour ceux qui sont nés dans les années 80, 90, 2000, avant. Bon, je continue de le faire avec mon fils, personnellement. J'ai pas d'enfant, donc je peux pas le faire, mais je culpabilise mon chien s'il finit pas sa gamelle. Voilà. Et ça marche, du coup ? Lui, il a fini toujours sa gamelle. Il est impeccable. J'ai pas besoin de le culpabiliser sur le sort des Africains. Moi aussi, mon fils finit toujours sa gamelle. Du coup, le Club Dorothée, donc avec sa culpabilisation, est assez problématique. Et aussi, du coup, cette représentation avec ce qu'on a entendu là, juste avant dans les extraits, avec ces personnages qui font des happenings avec des chanteuses enfants. Oui, donc là, sur l'extrait en question, il s'agissait de Mélodie qui a chanté « Il n'y a pas que les grands qui rêvent », qui était une chanson écrite par Guy Carlier, et aussi Chariot d'étoiles, son tube de l'époque quand elle est passée dans l'émission de Club Dorothée. Enfin, ça voulait être un tube. Au final, c'est surtout, on la retient, l'histoire de la musique la retiendra pour Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Chanson qui, niveau instru, je trouve pas si mal que ça, je dois l'avouer. Écoute, une petite faiblesse au niveau du refrain, mais les couplets sont plutôt pas mal.
Mais en tout cas, voilà, le sketch qu'ils ont essayé de faire, je pense avec peut-être, j'espère en tout cas de bonnes intentions, où donc on a Jackie et Corbier qui sont dans la chambre de Mélodie et qui l'attendent dans sa chambre d'hôtel, et qui assez rapidement lui disent qu'il y a une mauvaise odeur, et du coup ils proposent tous de prendre une douche. Et de se mettre en Et peignoir. de se mettre en peignoir pour être plus à l'aise, quoi, finalement. Donc je rappelle l'âge de Mélodie à l'époque, je crois qu'elle a 12 ans. Ouais, sûrement, 10 ou 12 ans. Donc, Eux, ils ont 40 ans. Quand on est un adulte et qu'a priori c'est pas son enfant, on propose pas trop à une petite fille de 12 ans de se mettre en peignoir dans une chambre d'hôtel. Logiquement, c'est non ça. Ce qui serait sympa, c'est que tu prennes une douche et puis que tu mettes un peignoir, donc ça serait tous les trois un peignoir, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah s'il y a un troisième peignoir, ça serait rigolo, ouais. Voilà, donc c'est un peu... Mais je sais que... Je pense qu'il y aura d'autres il y a d'autres exemples, voilà, de trucs où il y a beaucoup de gênance comme ça. Là, c'est un peu extrême, mais voilà, le fait de jouer un peu avec cette identité enfant-adulte, elle est quand même assez problématique. Et, cette séquence en particulier, je pense qu'on est... on a l'impression vraiment d'avoir fait une recherche sur internet un soir un petit peu où on était un peu perdu et d'être allé un petit peu trop loin et d'avoir trouvé le darknet. C'est ça. On a un peu cette sensation là, donc c'est... Je sais pas si elle est représentative de tout ce qu'il y a dans le Club Dorothée, peut-être pas non plus, mais ça montre qu'il y a quand même un moment des adultes qui font beaucoup d'heures d'antenne, qui ont des heures de trop de drogue, qui prennent certainement trop de drogue et qui font un peu tout et n'importe quoi pour remplir ce programme-là. Et tout le monde a l'air paumé, en fait. Pour moi, c'est un appel au secours. Hein. C'est un appel au secours, notamment lorsque dans leur sketch, ils font Marotte et Charlie. Je pense que, tu vois, dans leur tête, ils voulaient faire, tu vois, du Monty Python, quoi. Et je pense que ils étaient tellement drogués qu'ils ont cru, enfin ils se sont dit on fait un peu l'équivalent du Monty Python français, quoi. Voilà, pour les enfants, mais c'était l'émission Pas de piqué pour les croissants. C'est vrai. Se voulait un peu être comme ça, sur de l'humour totalement absurde, très décalé. Bon, c'est malaisant en fait, tout simplement. Ouais. Hein. Tout est très malaisant là-dedans. Mais ce qui est étrange quand même, c'est qu'il y a quand même... Enfin, moi j'éprouve quand même un peu de sympathie en fait pour cette bande, mine de rien. Même si déjà à l'époque, ce qui m'intéressait dans le Club Dorothée, c'était les séries qui pouvaient passer, et notamment les dessins animés japonais, et pas spécialement les animations que j'aimais pas trop. Mais je peux pas... C'est difficile quand même de les détester ou d'éprouver du mépris pour eux. Non, alors ce qui, par contre, ne change pas entre mon regard d'enfant et maintenant, quand on a regardé donc, des extraits qui dataient de 90 et des extraits de 92, moi, en étant enfant, j'ai aussi ressenti ce côté beaucoup plus professionnel, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus... je sais qu'on a vu une émission du matin, une émission de l'après-midi, du coup c'est différent. Mais je me rappelle avoir ressenti un truc un peu plus cynique. Alors à l'époque, dans ma tête d'enfant, je me disais pas, tiens, on dirait qu'ils sont devenus vraiment cyniques. Mais je pense qu'il y a eu une bascule. On voit le look de Corbier, hein, notamment. Oui, qui est devenu plus sage, qui a perdu un peu ses petites bouclettes. Qui a perdu ses bouclettes, qui était devenu plus propre, et voilà, où chacun avait un peu son rôle. Et en gros, on sent, avec le recul, que leur rôle commun, c'est de faire cracher les enfants, de l'argent, des pins, de tout ce que tu veux, quoi. Donc, ils étaient complètement dans la politique de TF1. Et tandis qu'au départ, on sent qu'on leur a donné des outils, ils savent pas trop quoi en faire, ça part un peu dans tous les sens. Il y a, je pense, une expérimentation un peu au début. Et quand ils ont vu tu vois, le nombre de parts de marché et ce qu'ils devaient gagner, je pense qu'il y a eu cette bascule à peu près à ce moment-là, quand ils ont commencé à faire des aventures avec Sahara, le dromadaire extraterrestre. Je sais même pas pourquoi j'en reviens même pas de dire ça. Ce qui est bien, c'est que ton cerveau s'est dit, cette information, je vais la retenir. C'est important pour le reste. Et donc voilà, non, parce que c'est vrai qu'il l'appelle à un moment en disant Sahara, qu'est-ce que vous devenez? Parce qu'il vous voyait le dromadaire. Oui, un peu de respect pour le dromadaire. Et donc voilà, et donc effectivement, moi je peux pas avoir, tu vois, énormément de bienveillance à l'égard de ces gens-là, parce que je sais qu'à un moment ils ont eu un mouvement de bascule vers quelque chose du darknet, du cynisme, et de s'en foutre des enfants. Et
dans cette espèce de laboratoire aussi d'expérimentation qu'était le Club Dorothée, parce que mine de rien, ils ont essayé pas mal de choses, et je trouve qu'il y a une générosité là-dedans. On peut parler aussi des Musclés, qui accompagnaient, au départ, c'est les musiciens qui accompagnent Dorothée sur ses tournées, puisqu'il y avait sa carrière de chanteuse, évidemment, qui était là en parallèle de ses émissions, et ce qui faisait d'elle vraiment une star énorme auprès des enfants. Ça créait peut-être de l'hystérie collective dans les villes où elle passait. Elle a son petit brin de voix. Hein. Oui, ce petit brin de voix, ce petit grain un peu métallique, comme une sorte de piano forte. Ouais. Et les Musclés, mine de rien, dans les émissions de l'après-midi, jouaient aussi parfois en live avec Dorothée. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans d'autres émissions, et dans les émissions de variété de l'époque aussi, il y a rarement des musiciens qui jouent, qui jouent pas en playback. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand ils jouaient leurs propres morceaux, ils étaient en playback. Étaient en playback. Mais il y a quand même pas mal d'essais comme ça qui sont faits, et je trouve que c'est quand même pas mal aussi alors c'est la musique de Dorothée et des Musclés, mais t'es en train de défendre les Musclés là, musicalement. Je défends en fait les Musclés parce que en fait j'y vois quelque chose de. C'est ça que t'es en train de faire. Je vois quand même un truc un petit peu joyeux là-dedans, et c'est la fête au village. Quand même de faire écouter de la musique aux enfants. Oui, c'est vrai, de montrer des instruments. Des instruments et c'est pas ce qu'il y avait de plus cynique, hein. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y avait de plus cynique. Donc c'est le fait de voir jouer des musiciens jouer en live, je trouve ça quand même pas mal, et un peu inattendu de la part d'une émission et d'un groupe comme TF1 qui moralement est relativement, je dirais pour être modéré, abject. Et voilà, ce côté-là, moi je le trouve pas mal. Bernard Minet, il était sympa. Hein. Bernard Minet aussi, pareil, beaucoup d'énergie. Je le trouve assez premier degré. Et j'ai l'impression qu'il croit à ce qu'il fait au moment où il le fait. Je pense que lui, il a l'impression qu'il est là pour donner de la joie aux enfants. Ouais. Et contrairement peut-être au chanteur de Nicky Larson, dont on a vu une séquence. Ah ouais, on vous mettra ça en lien, certainement. Raconte. Ouais. Donc le chanteur du générique de Nicky Larson, qui apparaît d'ailleurs dans un épisode du Miracle de l'amour. Voilà, ça je précise, ça c'est ma culture AB, Miracle de l'amour, Hélène et les garçons. Donc ce mec-là chante en playback, et il fait un petit playback sur l'émission, ça doit être l'émission de l'après-midi du Club Dorothée. Un peu d'acting. Voilà, habillé un petit peu en Nicky Larson, mais il n'a pas vraiment le physique de Nicky Larson. Et petite surprise, donc il est face aux enfants. Ouais, il y a un public, un vrai public, qui l'après-midi. Tape des mains et tout, qui est joyeux. Donc ces enfants doivent avoir entre 4 et 8 ans, je pense, à peu près. C'est l'âge de mon fils. Voilà. Et bien pour les refrains, ce qu'il fait, c'est qu'il sort un flingue et qu'il le pointe face aux enfants, puisqu'il joue le rôle de Nicky Larson. Donc, et je pense pas qu'on reverra ça à notre époque. Et oui, c'est très étrange de se dire, tiens, c'est une bonne idée, un adulte qui pointe un flingue face à des gosses. Qui met en joue des enfants. Bon. Donc, on n'avait pas vu ça depuis les heures les plus sombres de l'histoire. Et on sent le niveau de... Là-dessus, il n'y a pas de réflexion. Il y a pas... Mais, non, ils sont en roue libre, en fait. Un mec a dû dire, tiens, prends un flingue, c'est Nicky Larson. Et personne n'était là pour dire, c'est sûr, frère? C'est sûr, c'est quand même des enfants en face. Et je sais pas, moi je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur là-dedans. Il y a une inconscience qui est à la fois effrayante et sympathique. Écoute, moi je garde que le côté effrayant et cynique du coup. Oui, en tout cas, c'est pas une époque aseptisée. C'est vrai que maintenant on peut plus rien dire. Ouais, on peut même plus pointer un flingue face à un public d'enfants. Bon bah écoute, en tout cas c'était ça pour le Club Dorothée. Toi t'en gardes un bon souvenir, moi j'en garde un souvenir plus mitigé. C'est pas vraiment ça. non, je regarde. Je dirais que Comment on va conclure ça comme on est, je pense qu'il y a eu une vague de nostalgie en fait de toute cette période-là, ce qui est assez logique en fait quand tu deviens adulte et que tu avances dans l'âge, tu te tournes souvent vers ton passé et vers ton enfance et tu as un regard un peu bienveillant là-dessus. Eh bien, c'est pas plus mal finalement que YouTube existe pour regarder à nouveau des séquences et voir exactement ce que c'était. Et c'est quand même pas si bien que ça. Non, c'est bien d'interroger en tout cas ce qu'il faisait réellement et de l'interroger avec ses yeux d'adulte justement. Et je vais quand même, alors là pour le coup c'est pas sur la forme mais sur le contenu, je dirais que le gros point fort de toute cette émission du Club c'est les chansons.
Eh bien non, c'est pas les chansons, mais ça a permis, je pense, Des à notre sponsors. génération d'être confronté à la culture japonaise, et ça fait beaucoup pour la culture, l'exportation de la culture japonaise en France, qui avait commencé un petit peu avant, mais au compte-gouttes avec Goldorak notamment. C'est vrai. Voilà, c'est un peu le premier truc qui a marqué des générations. Mais le grand essor, on va dire, de la culture japonaise en France, il vient quand même du Club Dorothée, et après tout ce qui s'en est suivi. Et aussi, peut-être pour conclure ça, dire que cette représentation-là, la présentation de programmes pour enfants incarnés par des adultes qui s'expriment à la fois comme des enfants et des adultes face à des enfants, tout ça est clair? Vous suivez? Oui. Voilà. Si vous n'avez pas suivi, c'est que vous avez trop regardé le Club Dorothée. Eh ben, ça a un peu été laissé de côté pour finalement des animateurs qui sont juste, c'est des animations 3D quelque part, donc un peu désincarnées. Et, c'est vrai. Et du coup plus aseptisé, et alors c'est peut-être plus safe, on met plus de flingues face aux enfants, et je le regrette chaque jour que Dieu fait ou ne fait pas, mais bon voilà, il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus humain là-dedans, même si ça reste un peu déviant, et on te pousse à consommer et à dépenser du fric qui est celui de tes parents. Bon bah sur ce, cette conclusion, je trouve que c'est une très bonne conclusion, Bernie. Ouais. On se dit à la prochaine pour une autre émission. Ça marche. J'ai craché sur votre enfance.